acheté ici il y a un peu plus de 10 ans. Il y a eu 2 ans de travaux, on a emménagé. On n'arrivait pas à produire comme on voulait, enfin bon, c'était difficile. Et puis les choses avançant, à un moment on s'est dit, allez, on se lance dans l'activité de maraîchage pour faire ça à plein temps. On s'est lancé. Donc au début, cette partie-là, c'était une prairie. La partie qui est là derrière, donc là on voit la délimitation des arbres avec les sureaux là-bas, tout ça, c'était des épicéas. Donc on voit, il y a encore les souches parce qu'on n'a pas dessouché. Et ils étaient aussi grands que l'arbre là. Et la petite partie où on a la serre, c'était une prairie. Donc on a vendu le bois sur pied. Donc c'est des bûcherons qui sont intervenus la première année en 2017. Ils étaient censés intervenir en janvier. Et ils sont intervenus début avril. Donc déjà la première année, il y avait tout qui était en retard. Puis après, comme ils sont intervenus en avril, après des pluies, ils ont défoncé le terrain. Parce qu'ils sont descendus avec un engin de débardage le long là du grillage. Et après ils ont travaillé en bas, ils ont monté tout le bois par là et voilà, donc c'était détruit. On a une nouvelle mare là-bas en bas qu'on n'avait pas avant, parce qu'il y avait des ornières d'à peu près 1,20 m de profondeur. Et du coup ça a dû casser des filets d'eau souterrain. Maintenant on a de l'eau qui ressort, on a des surfaces qui sont inondées, ce qu'on n'avait pas avant. Là, en tout, il y a 75 arts. Il y a à peu près une quinzaine d'arts avec la maison et les surfaces de stockage au-dessus. Il n'y a pas tout qui est cultivé, parce qu'il faut des accès, c'est en pente. On doit se garder un chemin pour faire demi-tour. Je travaille avec un 4x4. J'ai pas de tracteur, je travaille quasiment pas le sol, donc ça sert à rien. Le 4x4, il me sert surtout à monter et descendre le matériel. À la brouette, la première année, les récoltes, les remonter à la brouette. La croix et la bannière. Voilà. Donc ouais, je vais partout avec le 4x4. Je descends le foin pour mes lapins. Parce qu'on a des lapins, des chèvres, des poules. Déjà par rapport à la pression au niveau du sol. Donc c'est un petit 4x4. Ça c'est vachement important. Il fait même pas 900 kg à vide. La pression sur le sol, c'est pas du tout la même. Voilà. Même juste par rapport à un tracteur. Le tracteur c'est tout de suite beaucoup plus lourd. Parce que ça me va bien, je passe partout. Il n'est pas trop large et j'ai prévu des chemins de circulation en fait partout pour pouvoir boucler. Donc par exemple là en descendant avec la remorque, quand je dois ramener du fumier à quelque part, je vais le chercher dans l'abri en bas. J'ai avec la remorque éviter des heures et des heures de manœuvre. Voilà. Après ça fait perdre un peu de surface. Je suis sûr déjà que ça m'a vachement bien préservé, le fait de l'utiliser. Parce que toutes les ferrailles de la serre, j'avais pas encore de 4x4, j'ai tout descendu à la brouette. Voilà. Tous les poteaux, toutes les vitres, tout ce qui est en bas, j'avais tout descendu à la brouette. Du compost, on n'en utilise pas. On fait que du compostage de surface. On essaie de travailler beaucoup avec les engrais verts. Donc là, par exemple, c'est des engrais verts qui sont bâchés. On les a bâchés parce qu'ils n'étaient pas assez denses. C'est une surface que j'ai jamais cultivée. Et donc c'était une prairie. J'ai bâché la prairie un été. J'ai semé mon engrais vert dessus sans retravailler le sol. Voilà, enrobé les graines dans de l'argile. Et j'ai semé à la volée l'engrais vert. Mais l'argile, en fait, après des grosses pluies, il s'enlevait des graines. Donc il y a eu une belle levée, mais ce n'était pas assez dense. Du coup, il y a de l'herbe qui a repris le dessus. Et si l'herbe n'avait pas repris le dessus, en fait, j'aurais juste écrasé l'engrais vert, fait le parc et mis les lapins dessus. Donc les lapins après vont manger tout ce qui remonte, la veste, les céréales, le steak qui va essayer de se relever, les lapins vont le manger ça. Et puis ils continuent de fertiliser dessus. En fait, la paille que j'utilise, effectivement, j'en descends en bas à l'abri où on a les chèvres ici en hiver et les lapins et le foin. Et on a un autre abri sur un terrain qu'on loue en dessous pour les chèvres. Et en fait, quand on a besoin des fois de débroussailler, là il n'y a plus trop le cas. Mais quand on a besoin, par exemple, quand je vais vouloir vraiment travailler sur cette partie-là, en fait, je vais mettre ma clôture mobile et je vais lâcher les chèvres dedans pendant 2 jours et c'est nettoyé. Elles sont habituées à tout manger, même les orties. D'habitude, on dit pas forcément, ou quand elles sont sèches, donc elles débroussaillent bien. Je réutilise que ce fumier-là. J'utilise pas de fumier issu d'une autre ferme, pas de compost, par rapport à la mention Nature et Progrès. Pour une raison toute simple, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, même en bio, litière, on a le droit d'utiliser de la paille conventionnelle. Voilà. Donc pour l'utiliser après en amendement, en maraîchage biologique, ça ne pose pas de souci. Voilà. Par contre, pour l'utiliser sous mention Nature et Progrès,
Il faut forcément le faire composter, au moins 6 mois, et après faire une analyse pour vérifier qu'il ne reste pas de résidus d'organochlorés et d'organophosphorés. Donc c'est différents pesticides et fongicides qui sont utilisés beaucoup sur les céréales à paille. Ah. Et donc sans cette analyse, je ne peux pas l'utiliser. Juste pour prouver que je ne viens pas polluer mon sol avec un amendement. Voilà. Et du coup, ça ne me va pas. Parce que moi, je veux travailler en fumier frais, en compostage de surface. Donc, je ne me vois pas aller manipuler du fumier, le laisser là, le retourner plusieurs fois pour qu'au moins en 6 mois, il soit composté, pour ramener après du compost sur mes planches. Toute l'énergie qui s'est perdue pendant que ça composte, c'est dommage. Vaut mieux que ça. Je préfère que ça composte sur place. Voilà. Et Pour les petites graines alors? pour les petites graines. Bah, pour les carottes, tout ça, t'as pas Ah, fait ça? ben là, je suis pas encore au point là-dessus. J'ai essayé l'année dernière de faire pareil, le semis donc je fais pré-germer mes graines de carottes. Et ensuite, je l'enrobe dans de l'argile et je les sème à la volée. Dans un sol qui est pas fin, quoi. Dans un sol qui n'est pas fin, sur mon paillage. Ah oui. J'enlève pas le paillage. J'ai pas, pour ces essais-là, j'avais pas enlevé le paillage, rien. Et la levée était pas super. Et surtout la régularité du semis. En fait, parce que semer à la volée, déjà enrober les graines pour que ce soit séparé et que ça fasse pas juste une boule avec 50 graines de carottes. Ah, déjà ça, c'est vraiment pas facile. Et après, le semis à la volée, c'était pas régulier, mais vraiment pas régulier du tout. Et du coup, cette année, pour assurer le coup, en fait, j'ai enlevé le paillage que j'ai mis dans les passe-pieds sur les planches que j'avais bâchées préalablement. Donc sur celle-là, j'avais pas fait d'engrais verts en hiver. Et je les ai bâchées tout l'hiver. Donc il y a les campagnols qui se sont occupés de tout ameublir. J'ai débâché, j'ai gratté les déchets, les restes de paillage et les déchets de culture. J'ai cassé les galeries de campagnols, parce que là, c'est même pas possible de planter. Après en étant comme ça, c'est même pas possible de planter, parce qu'on fait un trou, il y a le plan qui tombe dans la galerie. Casser ces galeries-là, et après, semer classiquement avec un semoir en faisant 4 lignes, une ligne carotte, une ligne radis, une ligne carotte, une ligne radis. Il ne faut pas forcément chercher à tout faire avec ces techniques-là quand on ne les maîtrise pas forcément. Oui, mais je continuerai d'essayer. Moi, j'aimerais bien arriver à terme à fonctionner. Je cultive mes légumes. C'est les lapins et les poules qui travaillent pour moi sur les planches. Je sème un engrais vert, je détruis l'engrais vert en le roulant avec l'aide des lapins, pourquoi pas. Les semis, je les fais à la volée et les plants, je les plante. Et c'est tout ce que je veux faire. Mais il faut arriver à maîtriser tous les trucs. Et le semis à la volée, je ne le maîtrise pas. Mais moi, je trouve qu'en vrai, tout ce qui fonctionne en plan, c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Ouais. Il y a un avantage, c'est que le plant, on peut le faire par exemple à l'abri. Donc il va commencer à grandir dans de meilleures conditions et puis le sortir après. L'inconvénient, c'est le temps qu'on passe. La mâche, par exemple, l'année dernière, on l'a faite en plan. Pour vraiment avoir des belles planches complètes. Là où on voulait mettre la mâche, c'était pas propre. C'était pas possible de dire on va faire un semis de mâche ou laisser nettoyer ça, perdre du temps à nettoyer. Donc on a fait en plan. On a eu des super beaux trucs, mais ça prend un temps fou à repiquer. Après, la récolte, elle est super rapide. Les betteraves, pareil, nous, on les a aussi faites en plan, là. Je préférais aller vers le fait de faire le plus de semis possible en direct, sans avoir à tout nettoyer. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément chercher à tout faire en même temps. Garder quand même certains trucs classiques pour assurer le coup. Après, c'est l'expérience. C'est l'expérience, la technique, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Gère un atelier de sous-traitance industrielle. Ah non, non, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie. J'étais déjà électricien à mon compte dans le bâtiment. Et en même temps, ce qui m'a fait aussi arriver au bout de ce que je pouvais voir dans l'industrie, c'est le fait d'avoir acheté ici, d'avoir emménagé ici. Parce que sans cette opportunité-là, je ne sais pas si je serais maraîcher au jour d'aujourd'hui. On n'a pas acheté pour y faire de l'agriculture. Mais c'est une ancienne zone agricole. On l'a acheté, on habite là et les choses évoluant au fur et à mesure des années fait qu'on en est là au jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai
pas de formation non plus au niveau agricole. J'ai eu la capacité agricole par dérogation, voilà, donc ce qui se fait rarement, et j'ai pas eu besoin de faire un BPREA. Voilà, puisque le BPREA c'est beaucoup de gestion agricole, du moins de gestion d'entreprise agricole. Avec le cursus que j'ai, donc j'ai un BTS au niveau gestion industrielle et 15 ans d'expérience. En prouvant tout ça, ça m'a permis d'avoir une dérogation pour avoir la capacité agricole. En même temps, je ne regrette pas de ne pas avoir été formaté, parce que du coup, je suis allé chercher les infos où je voulais. Il y a vraiment plein de choses qui sont disponibles sur Internet, et il faut juste regarder ça pas comme une Bible, mais comme un truc qui peut ouvrir l'esprit sur des techniques alternatives, ou puis rester ouvert et surtout observer ce qu'on fait. Gestion de l'ensoleillement, j'ai du mal à faire partir les nuages. Non, au niveau les arbres, je les enlève pas. On m'a déjà dit plein de fois, ah, mais si tu l'enlèves, tu as plus de soleil, tu as plus de ci. C'est hors de question. Moi, quand il faisait chaud, j'ai toujours un coin pour travailler à l'ombre. En hiver, Voilà. l'ensoleillement, il est... En hiver, c'est difficile. En fait, pour les légumes d'hiver, j'ai un souci. C'est que j'ai encore mes cultures d'été en place, qui produisent. Mais il faut que je mette mes légumes d'hiver assez tôt, parce que l'ensoleillement baisse vite, parce qu'il y a les ombres portées des deux côtés. Le sud est là. Voilà. En automne, l'ombre arrive vite, et du coup, si je ne mets pas mes légumes d'hiver assez tôt, ils n'auront pas le temps de grandir assez avant d'arriver au moment où ils végètent, tout simplement. Voilà. C'est dur, parce que c'est des choses que je n'avais pas bien estimées quand j'imaginais mes successions de cultures, et ainsi de suite. Il faut que je mette plus tôt, mais j'ai encore les choses qui produisent, donc il faut que je trouve la solution. Donc voilà, faire un tunnel de mâche, c'est si j'ai plus que mes tomates au milieu et que j'arrive à semer ma mâche à la volée sur les trucs, dans les restes de culture et ainsi de suite, ça peut le faire. Mais mettre les plants au pied des tomates, alors qu'il y a encore des tomates qui vont tomber, encore des trucs, c'est plus difficile à gérer. Pour quand la culture d'été est finie, je passe aux engrais verts. À la suite d'un engrais vert d'été ou à la suite des primeurs, je me mets mes légumes d'hiver. Voilà. Mais là, pour l'instant, on mise pas trop sur les légumes d'hiver, pas trop sur les primeurs non plus. En truc normal, il y a au moins 4 semaines de décalage par rapport à la plaine. Faire du primeur avec 4 semaines de décalage, c'est plus trop du primeur. On cherche encore comment bien fonctionner, et pour l'instant, on vend nos légumes du mois de mai à fin novembre. On n'est pas encore équipé pour la conservation, et même en plein hiver, on n'utilisera pas la chambre froide. Donc la semaine prochaine, je monte une chambre froide qu'on a récupérée. On n'est raccordé ici à aucun réseau. Donc pas EDF, pas d'eau courante, pas de tout à l'égout. Donc faire tourner une chambre froide en hiver quand il n'y a pas de soleil, c'est carrément pas possible. Faire tourner la chambre froide en été quand il y a du soleil et que les panneaux solaires ils produisent ce qu'il faut, c'est pas un problème. Oui, ouais, j'ai fait une petite remorque frigorifique pour aller au marché. Donc il y aura la chambre froide juste à gauche et le toit là plein de panneaux solaires. Les panneaux solaires serviront pour la chambre froide, pour la gestion de la serre, parce que la serre, il y a des ouvrants automatiques. Il n'y aura pas d'arrosage automatique, mais il y a les ouvrants automatiques, donc il faut du courant. Il y aura une partie d'irrigation en électrique aussi, avec le solaire, pour tout ce qui est irrigation en goutte à goutte. Que du coup, je peux faire tourner quand c'est en plein soleil, ça pose pas de souci. On a posé sur des tables de récupération, des tables d'horticulteurs. Les cuves pleines d'eau, elles accumulent la chaleur en journée. Et le soir, il y avait des arceaux sur les tables, et le soir, on voile le tout. Et donc quand il y a des journées de beau temps avec des nuits fraîches, on arrive à avoir jusqu'à 8 degrés d'écart entre sous le voile et l'extérieur du tunnel. Ça marche bien. Et le fait de les faire de niveau, on pourra travailler en sub-irrigation. On remplit le plateau et on remplit la table, et il y a tout qui est arrosé tout seul, et à la fin on ouvre la vanne au bout et ça retourne dans le cubi du fond. Et donc on n'arrose pas avec de l'eau froide, et il y a tout qui est correctement arrosé.
Ça, c'est toute une partie qu'on laisse en sauvage, en fait, pour quadriller le terrain. Par rapport à déjà tous les oiseaux, parce que du coup, le sureau, après, ça va servir à nourrir, mine de rien. On fonctionne avec des planches de 14 mètres à chaque fois. Et à chaque fois, il y a des chemins de 2 mètres. Donc là, on ne voit plus trop qui fait 2 mètres, parce que le sureau, il a envahi un peu. Mais le but, c'est de pouvoir passer partout avec le 4x4. Donc 2 mètres, ça me suffit pour passer. Et 14 mètres, pourquoi 14 mètres? Parce que 2 mètres, 14 mètres, 2 mètres, 14 mètres, 2 mètres, 14 mètres, 2 mètres. Et je suis au bout du terrain. Sur cette partie à gauche, là, qu'on a là devant, c'était l'année dernière, il y avait des courgettes. Après les courgettes, on a semé de l'engrais vert, donc un mélange. Et on ne l'a pas détruit en même temps, parce que il me fallait pas la surface forcément en même temps. Donc la première partie qu'on a détruite, c'est tout au bout, la première où l'engrais vert est vachement debout. Voilà. On l'a écrasé et on a mis des navets. Donc là, il y en a plus, on a déjà tout récolté. Donc vu que l'objectif c'était d'avoir des petits navets à sortir en frais le plus tôt possible, en botte, on s'est dit allez, ça va aller, l'engrais vert il va pas trop reprendre le dessus. On a refait un désherbage et c'est tout. Ensuite on a préparé cette surface là, donc qui est restée bâchée un peu plus longtemps. Mais on a mis des salades, il y avait une belle planche de salade verte. L'engrais vert se relève quand même parce qu'il n'était pas bâché assez longtemps. Donc on voit qu'il se relève bien. Et la dernière surface où on a enlevé donc 2 semaines de plus, donc la surface où c'est jaune, il y avait à peu près 4 semaines et demie de bâchage. Quand on l'a enlevé, c'était bien décomposé en dessous. Ça avait l'odeur de décomposition. Et au bout de quelques jours, on n'avait plus de salade à côté. Toutes les limaces, les escargots qui sont dans notre partie sauvage là, ont été attirés par l'odeur de décomposition. Je pense que c'est ça, on était attirés par l'odeur de décomposition et du coup on mangeait les nouvelles salades qui sont à côté. Et du coup les salades, elles étaient à peine en train de prendre à côté. Les premières qu'on a mises en place, c'est les vertes. Donc on voit il reste un petit bouquet là et un petit bouquet tout au bout. Et tout ça, ça se fait dévorer en 2 jours, 2-3 jours. Et je pense que c'est le fait d'avoir débâché là. Parce que vraiment, il y avait cette odeur de décomposition et je l'explique pas pourquoi juste là. Les salades qu'on a là-bas ne se sont pas fait dévorer, on n'a pas vraiment de... Sinon, à part ça, on n'a pas vraiment de soucis de limaces ou d'escargots. Sur la planche qui est juste à côté, là, qu'on va voir après, il y a des choux rouges, mais au pied de 4 choux rouges, 7 grosses limaces brunes. Voilà, vraiment les belles petites merguez. 7. Une feuille de chou attaquée, une feuille jaune qui était posée par terre. Par contre, elles étaient sur le fumier frais, parce que là on a paillé avec le mélange de fumier de lapin, chèvre, poule. Elles étaient sur le fumier frais, en train de bouffer les petites crottes de lapin. Après, le fait qu'il y ait beaucoup de limaces, ça va attirer aussi les prédateurs. Donc si les limaces sont là, elles se nourrissent des choses où c'est pas grave, je m'en fous qu'elles se nourrissent de ça. Et sans phéromones, sans rien du tout, quoi. Sans rien du tout. Après, on est gâté au niveau des rongeurs. C'est vraiment, vraiment difficile. On se fait dévorer, mais les trucs sans en finir. Et puis, il y a les chiens qui chassent la nuit, qui détruisent aussi les trucs. Les chiens, à la base, sont là pour protéger de tout le grand gibier. Parce que la première année, on a eu beaucoup de problèmes avec les chevreuils et les cervidés qui venaient se nourrir. Les premiers trucs qui partaient, c'était les céleris. Après les carottes, les côtes de blettes, enfin bon voilà. Une première année, c'était pas clôturé. On a monté le grillage de 2 mètres là, sur quasiment tout le tour. 2 mètres avec le fil électrique en haut. Le fil électrique en haut, ça me permet surtout d'accrocher ma clôture mobile où je veux. Parce que l'électrificateur est au niveau de l'abri des chèvres. Du coup, j'ai du courant partout. Donc si je veux juste sur un endroit particulier, pouvoir utiliser les chèvres pour désherber ou les lapins je me branche dessus et j'ai accès partout, quoi, sans devoir tirer des rallonges à chaque fois de l'électrificateur. Donc derrière vous, il y a le tunnel. C'est laissé déborder en partie à cause des plants.
parce qu'on fait beaucoup de plants, parce qu'il y a beaucoup de demandes dans la vallée où on est, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des petits jardins. En fait, on avait tous les passe-pieds qui étaient occupés par des plants, parce qu'on n'avait plus de place dans l'autre tunnel. Et c'est à ce moment-là où il fallait commencer à palisser les trucs, à désherber, et ben, c'était pas gérable avec tous les plants dans... Donc on s'est dit on le fait après. Et en fait en le faisant après, ben, il y a tout qui a tellement pris, après ça pousse tellement vite, une fois que ça commence à partir, ça pousse tellement vite que ben, on regarde au niveau des associations s'il n'y a pas de problème. Surtout, ouais. Voilà. Mais après, même si c'est neutre, à partir du moment où ça permet de nous faire gagner de la surface, on le fait. L'idée là des filets à ramer, donc ces filets ont 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on les utilise, comme ça. Et en fait, on les utilise comme un rideau. Donc là, ils sont tendus. Et quand on veut les enlever, j'enlève mon attache qui est là. Voilà, je fais ça sur tout le bout, je décroche le filet là-bas. Je viens, j'en fais une boule et il est là. Et quand j'ai besoin de le sortir, ben, j'enlève ma boule, je le tends et il est en place. Et du coup, les tomates, on les fait sur filet à ramer et pas attachées à la ficelle. L'idée, c'est de pouvoir faire du petit pois en même temps. Donc on a petit pois tomates. Ben, les petits pois sont en train de grandir, on met à peine en place les tomates. Une fois que les petits pois sont récoltés, on arrache et les plants de tomates sont là et continuent de grandir. Et du coup, on n'est pas embêté par rapport au fait de devoir enlever le filet à ramer pour mettre des fils et pour tutérer les tomates. Suite aux travaux de débardage, où cette surface maintenant est inondée. Donc cette surface-là est inondée, et là, dans le bosquet, il y a une mare qu'on a laissée en fait. Parce que la mare, c'était les tranchées de la débardeuse. Du coup, on a tout le temps de l'eau qui sort là. Et du coup, de l'autre côté, pareil, c'est aussi inondé. Donc, on ne peut pas cultiver trop tôt dessus. Comme on voit, il y a toutes les souches encore. Donc, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué de travailler entre les souches. Donc, sur cette planche-là, devant moi, il n'y a plus rien. Il y avait de l'ail, donc il n'y a plus rien. On l'a enlevé vendredi. Mais normalement, je travaille avec des planches de 80 cm et passe-pied de 40. Avec mon râteau, ça va très bien. Si jamais je dois retracer le passe-pied, enlever les broyats qu'il y a dedans et ainsi de suite, ben, c'est un coup de râteau, je mets ça sur la planche. Et pour voir l'autre truc d'après, ben, c'est 2 largeurs de râteau. Donc là, c'est pas encore fait comme ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, je travaille entre les souches. Et du coup, mes passe-pieds, ben, pour l'instant, c'est les souches, le temps qu'elles pourrissent. Donc on dit ça va pas vite, et en même temps, ça va très vite. Voilà, ça a été coupé début 2017. Elles sont encore bien présentes, mais il y en a plein où en fait les racines sont complètement pourries. Et du coup, on se retrouve avec des trucs comme ça quand on gratte un peu le sol et du coup, les racines qui serpentaient avant vachement loin, mais en fait les petites sont déjà complètement pourries. Et ce qui reste, ben, c'est la surface qui est à l'air en haut. En fait, je vais commencer avec la petite pelleteuse. Au fur et à mesure, quand j'ai des surfaces de disponibles, en commençant du bout là, à arracher les souches qui s'enlèvent facilement pour enlever le bois qui reste en surface, qui va mettre beaucoup de temps à pourrir. Et du coup, maintenant, en fait, il reste quasiment plus rien parce que tous les trucs dans le sol, toutes les racines vont rester dans le sol. Il y a tout ce bois-là qui va rester dans le sol. Et ça me permettra de commencer à vraiment travailler avec mes planches de 80 cm. Et ça me facilitera la vie pour l'irrigation. Tu n'avais pas passé la tronçonneuse dedans? Oui, j'en avais fait, mais en fait, ça sert pas à grand-chose. J'en avais fait quelques-unes comme ça. En fait, déjà, c'est du boulot. Ça casse beaucoup de chaînes de tronçonneuse parce qu'il y a des cailloux dans les souches, mine de rien. Ça pourrit pas plus vite. Donc ça, c'est ce que je pensais faire au début. Je l'ai fait sur quelques-unes et ça... Donc toi, tu veux creuser autour et les sortir? Ah non, je l'attrape avec le godet et je la tire. Et si ça casse, ça vient. Et du coup, je creuse pas. Je tire juste la partie qui est sèche au-dessus. Donc, vu que toutes les racines dans le sol pourrissent, après le fait de travailler pareil avec des bâches pour occulter, donc là, ça c'est une partie où on avait des carottes l'année dernière. Et le fait de bâcher, ben là, les souches sont sous l'humidité. Les insectes vont commencer à se développer dedans et tout, et ça aide aussi à détruire les souches. Après, je suis pas pressé, moi.
Si c'est dans 3 ou 4 ans que je commence à enlever les souches, ben, ce sera dans 3 ou 4 ans. Et la partie qui est à côté là, c'est pareil, une partie qu'on laisse en sauvage. Donc c'est par rapport à ce que je disais avant, le quadrillage. On essaie de laisser un quadrillage sauvage. Donc il y a les sureaux là, il y a une partie là-bas en haut. Et ça permet d'avoir toutes les surfaces qui communiquent plus ou moins. Donc celle-là, elle est là parce que ben, il y a la mare là derrière. Par rapport à l'irrigation, j'ai pris l'option de pouvoir irriguer chaque planche à part, pour faciliter la gestion de l'eau et voilà, parce qu'il n'y a pas forcément tout le temps des blocs qui doivent être irrigués en même temps. Du coup, cette partie-là sera enterrée. Il y a le tuyau d'arrivée d'eau principal, une prise de force, un départ de chaque côté, donc, comme on voit là. Donc tout ça sera enterré. Et il y a juste cette partie-là qui sort au niveau de chaque planche. Et du coup, ben, je peux brancher à chaque fois ce que je veux dessus sur chaque planche. Donc ça, c'est les dernières plantations qu'on a faites. L'année dernière, ici, c'était de la prairie, sur cette partie-là. On a attendu à peu près cette période-là que les graminées soient en fleurs. Pour la coucher, j'ai rajouté beaucoup d'herbes que je suis allé faucher sur un autre pré. En un an, en un été, ça avait bien aidé à prendre le dessus sur la prairie qu'il y avait là. Au niveau de la charge de travail, c'est vraiment beaucoup de matière à amener. Et après, on avait fait un engrais vert qui avait bien levé mais qui n'a pas tenu tout l'hiver parce qu'il a dû se faire beaucoup dévorer par les rongeurs. Du coup, l'herbe a repris le dessus. Donc on a bâché pendant 4 semaines, je crois, 4-5 semaines. Et puis après, on a juste ramené de l'herbe du chemin. Ces deux planches-là, c'est juste le chemin de 2 mètres qui est en dessous du tunnel qu'on a fauché. Donc ça, c'est une nouvelle surface qu'on cultive cette année. Avant, c'était de la ronce et des orties. Comme j'ai pas envie de lutter pour désherber de la ronce et des orties, j'ai passé la débroussailleuse, posé des petits tas de fumier tous les mètres. Fait un quadrillage avec 1 mètre sur 1 mètre. Le tas de fumier, le goutte à goutte, les bâches. Et ensuite, on a posé les plants dans chaque tas de fumier. Donc, il a un peu de quoi manger, il a de l'eau et tout le reste, c'est bâché. Pour éviter que les ronces et les orties reprennent le dessus. La seule interrogation que j'ai, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est poser le côté noir en dessous. Parce que c'est des bâches d'asperges. Donc l'autre côté est blanc. Et je me demande par rapport au soleil en été, le temps que ça prenne place, en fait là ça chauffe beaucoup. Donc ça va rester au moins jusqu'au printemps prochain. Et printemps prochain, je regarde comment sont développées les ronces en dessous et les orties. Et s'il faut encore laisser, je perdrai un peu de surface, mais je planterai juste des choux à la place de chaque courge. Courge et courgettes. Comme ça, j'ai l'irrigation qui est en place, j'ai encore un reste de fumier en dessous. Et après, j'espère qu'au bout de 2 étés, d'avoir détruit toutes les orties et les ronces. Mais du coup, préparer comme ça, c'est quand même vachement plus rapide que de devoir tout désherber mécaniquement, ressortir tout. Surtout, comme dit, il y a aussi des souches là en dessous. Et donc, l'inconvénient des chiens, c'est quand les chiens vont chasser des rongeurs sous les bâches. Prochaine étape qu'on va essayer à partir de début juillet. Début juillet, on adopte un furet. Renard, il y en a, mais les renards ne vont pas sous les bâches. Par contre, apprendre au furet à aller chasser sous les bâches, ça doit être gérable. Pas en plein soleil, parce que là... Par contre, tu ne peux pas le laisser dehors. Je sortirai plusieurs fois par jour à différents endroits sous mes tas de bois, parce qu'on chauffe au bois à la maison, donc j'ai des tas de bois où le chat n'arrive pas à aller, le renard ne va pas chercher, les rongeurs sont à l'abri, sous le foin, plein d'endroits où... Voilà. Et dont apprendre au furet à chasser sous les bâches. Donc on verra, parce qu'au niveau des rongeurs, comme je disais avant, on n'a pas de souci au niveau des limaces et des escargots. Mais par contre, les rongeurs, c'est dur. Tous nos plants de céleri, ils sont passés quasiment. Il y a quelques cultures de carottes et radis
donc mener classiquement. Après le bâchage, enlever les résidus de culture, utiliser le semoir pour les faire. Je me dis ouais, ça a été fait beaucoup plus classiquement. Voilà. Mais au moins pour assurer le coup par rapport aux carottes, quoi. Vu la charge de travail, franchement, à revoir les choses, je ne sais pas si je referai. Je verrai commencer de travailler dedans, mais pour l'instant, elle m'a quasiment rien coûté cette serre. Avec les agglos, avec le prix des agglos, je dois être à 1 500 € de dépensés, en sachant qu'il y a 1 000 € d'agglos quasiment. Donc je dois être à peu près à 1 500 € de dépensés pour la serre. Par contre, au niveau des heures de travail, c'est... S'il faut chiffrer les heures de travail, c'est mort. Mais après, je me dis qu'en ayant une structure comme ça, pour travailler dedans, il y a les étagères, faire du plan, voilà, il y a vraiment moyen de bien travailler. Et du coup, je pourrais rentrer avec le 4x4 et la remorque pour pouvoir aller baigner du fumier. En fait, les plants, on fait différents marchés pour les plants. Et cette année, c'est la première année qu'on fait ça. On vend tous nos légumes en panier, en partage de récolte. Donc j'ai estimé un nombre de paniers qu'on pourrait faire d'un début d'année en planifiant les cultures, en sachant les surfaces de prête. J'ai estimé un nombre de paniers, j'ai cherché le nombre d'adhérents qui correspond et du coup là je partage tout ce que j'ai. Donc en plein été, si le panier, même si au niveau des chiffres moyens, je leur donne plus de légumes que ce qu'ils ont payé, ben je le fais. Je gagne en qualité de vie. Et plutôt que de partir, aller faire un marché pour essayer de rentrer 100 ou 200 €, ben passer 2 heures à jouer avec ma fille. Voilà. Et du coup, le fait de partager toutes les récoltes, je trouve ça super intéressant. Et pour l'instant, ça a l'air de plaire. Donc au début, on était juste sous mention Nature et Progrès, parce que c'est une mention dans laquelle on croit, parce qu'elle est plus cohérente par rapport au cahier des charges européen. Et il y a un côté social qui est pris en compte dans la charte, qui n'est même pas abordé ou très peu dans le cahier des charges bio-européen. Donc c'est pour ça qu'à la base on avait choisi juste ce label-là. Et en fait quand le crédit d'impôt a été revoté et qui est passé à 3 500 € au lieu de 2 500 €, eh ben on a fait aussi le contrôle bio-européen classique, mais uniquement pour le crédit d'impôt. Et que c'est quelque chose qui me semble logique et coulé de source. Je me vois pas, même si ça facilite certaines choses, par exemple pour faire des semis, le fait d'avoir une belle terre moulinée en petits morceaux, sans aucun déchet, sans rien dedans, faire les semis, c'est magique là-dedans. On remplit son semoir, on pousse, on tire et c'est fait. Voilà. Mais par contre, ça me semble pas cohérent de chercher à toujours avoir tout propre, tout nettoyé, mouliner le sol pour qu'il soit souple, alors que si on ne le travaille pas, il est souple. On ne le travaille pas, il est toujours paillé, il est souple le sol. On n'a pas de souci de compaction d'un sol dur ou n'importe. J'aime pas avoir un terrain propre. J'ai toujours besoin de le voir couvert. Il peut pleuvoir pendant des jours et des jours. Si je veux aller chercher mes radis, j'y vais. Et j'ai pas besoin de mettre les bottes, d'avoir de la boue jusqu'aux genoux. D'autres questions? Non? Parfait. Merci.